J'ai pas le temps de pas être heureux. Tu vois. Ouais. C'est quoi justement que tu as envie de faire de ta vie? Les algorithmes font que tu ne crées plus de communauté. Tout le monde a des vues divisées par 2, voire 3. Ah oui, ça oui. La fois où il avait fait. Oui, il y a eu le Covid. Alors, personne rit, personne n'a les refs de ça. Fabien, Clément a une demande à te faire. Ok. Hyper particulière. Tu vas te mettre un genou au sol ou pas? Peut-être, mais je crois que j'ai pas la boîte avec moi. Okay. Non, mais en même temps, j'y ai pensé tout à l'heure, je me dis ça va faire un énorme super teasing pour la fin. Tu as une particularité, Fabien Olicard, c'est que tu imites très bien une personnalité politique française. Oui, c'est vrai. Et si vous restez plus loin dans l'émission et que vous écoutez, il vous fera cette imitation peut-être. Si j'en imite un deuxième maintenant. Ah ouais? Ouais, parfois durant le spectacle. Pas de spoil, on veut savoir pour la fin. Non, je veux pas vous spoil, mais c'est le plus haut poste. Ah, pas mal. Tu veux dire Joe Biden? Je peux pas en parler. J'en parlerai qu'à la fin quand le watch time sera fait. On dirait qui est. Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il a des costumes bleus? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Quelles sont tes activités? Comment toi, tu te présentes aux gens? Alors moi, je me présente en disant que je m'appelle Fabien Olicard. Que tu répètes d'ailleurs à chaque vidéo. À chaque vidéo. On est fan. Bah ouais, je m'appelle toujours Fabien Olicard. En fait, assez rapidement, je me suis aperçu d'un truc. C'est un truc que je fais déjà dans mes spectacles depuis toujours. Je m'adresse aux gens qui ne me connaissent pas, en premier. Parce que ceux qui me connaissent, ils me connaissent, tu vois. Et pour les spectacles, même là, le nouveau, je commence le spectacle en disant « Levez la main, ceux qui ne savent pas du tout qui je suis et ce qu'ils viennent voir ce soir ». Et il y a un bon 10% de la salle qui lève la main, qui accompagne quelqu'un, etc., ou qui vient par curiosité. Pour moi, la fonction fait le métier. Donc, je donne des conférences, donc je suis conférencier. Je fais des vidéos, donc je suis vidéaste ou je suis créateur de vidéos. Je fais des spectacles, donc je suis artiste. J'écris des livres, donc je suis auteur. Donc, je fais tous ces trucs-là avec un seul fonds de commerce. En général, c'est le même. C'est... on pourrait rentrer dans le deep en disant c'est le mentalisme ou c'est le cerveau, mais plus généralement, c'est le divertissement qui se veut un peu intelligent. Ouais. Tu vois, parce que je ne suis pas non plus un expert de tout. Au contraire, moi, je prends les travaux des experts et j'aime bien régurgiter ce qui est marrant à savoir ou ce qui est utile à savoir. Et j'essaye de le faire avec du fun. Et donc, on en profite tout de suite pour faire un poil de promo. Ton dernier livre, qui vient tout juste de sortir. Absolument. Enfin, tout juste il y a quelques semaines, parce qu'on diffuse ça un peu plus tard, mais qui vient tout juste de sortir. Donc voilà, achetez-le. Très beau livre. On en a pris qu'un parce qu'il y en a 6 ou... C'est le 7e, 6e, 7e 7e. Ça, donc c'est le 7e. Après, ça remplissait la table et c'était un petit Celui-là, il doit répondre à la question de mais comment tu fais pour aller au bout de tant d'idées? En fait, j'arrête d'y répondre, je le mets dedans. C'est ça. C'est une des questions qu'on a forcément pour toi, comme tout le monde, j'imagine. C'est comment tu arrives à faire autant d'activités, autant de choses, parce que là, tu viens de nous lister, je sais pas, 10 métiers peut-être. Ouais. On avait compté, j'ai 16 activités différentes. Allez. Ouais. Et ça, c'est 16 activités différentes qui sont mises en avant. Mais comme on sait, il y a tout ce qu'il y a derrière, la gestion d'une entreprise. Tu vois, donc, quand on parle des créateurs YouTube, on dit qu'ils sont monteurs, comptables, etc. Bon, alors toi, tu as réussi à déléguer pas mal de ces choses-là maintenant, aujourd'hui, avec le temps. Mais il y a plein d'autres métiers derrière. Donc, comment tu arrives à tout faire? Comment tu arrives à mener tes idées, tout ça? Donc, c'est là-dedans qu'on va le retrouver. Ouais. Donc, pareil, on ne spoil pas, on ne pose pas la question et on dit aux gens d'acheter le livre. Tu peux poser la question. Tu vois, au moment de l'enregistrement, on est le 12 mai. Donc Zelda vient de sortir aujourd'hui. Donc merci d'être ici, on sait que c'est important. J'ai post, moi, en train de jouer sur Insta. Je rentrais de tourner avant de venir là. Et j'ai vraiment, tu verras dans les stories, parce que je les reposte, quelqu'un qui m'a dit mais comment? En fait, comment tu joues à la console? En vrai, j'ai plein de réponses à ça, quoi. J'ai saigné Harry Potter, là je vais saigner Zelda, j'ai le temps. Tu vois, aujourd'hui, on avait rendez-vous à 11h45. Donc je suis là à 11h35. Parce que je sais qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, j'ai envie qu'on prenne le temps de papoter, etc. On a une fin prévue à midi, donc j'ai prévu mon taxi à 12h20. Parce que j'ai aussi envie qu'on prenne le temps. Sauf que j'ai déjà tout préparé pour mon départ. C'est pas un hasard que mon sac soit au même endroit que mon manteau, que soit au même endroit que mon téléphone. C'est-à-dire qu'on pourra parler jusqu'à la dernière goutte. Et le moment où je vais partir, je ne vais pas faire « Attends, il me fallait ça, où est-ce que j'ai mis ça, etc. » Donc en fait, c'est plus une vision à chaque fois. C'est une organisation. Ouais. Tu sais, on peut croire que c'est une gestion du temps un peu, comment te dire, un peu maîtrisée, pas de place à l'imprévu. Mais en fait, j'ai 1000 fois plus de place à l'imprévu que tout le monde, justement. Parce que c'est pas une gestion du temps maîtrisée, c'est une gestion du temps en conscience. Donc j'ai conscience du temps, j'ai conscience que je vais repartir, j'ai conscience de ma journée, j'ai conscience du moment calme que j'ai envie de passer ici. J'ai pas envie de stress. Et je crois que j'ai pas trop de stress dans ma journée vis-à-vis du temps qui passe.
parce que c'est limité, parce que c'est maîtrisé en amont, c'est planifié en fait, tu vois, mais dans le bon sens du terme. Je suis persuadé que le temps, c'est le truc le plus intime qu'on ait, le plus précieux, le plus intime, et on vit dans une illusion de on a l'éternité pour nous. Bon, en vrai, c'est pas vrai. Moi, j'ai un espèce de une conscience de la mort, tu vois, pas glauque, hein, mais c'est un memento mori, on appelle ça. Et du coup, j'ai pas le temps de perdre mon temps à faire ce que j'ai pas envie de faire. J'ai pas le temps de pas être heureux, tu vois. C'est quoi justement que tu as envie de faire de ta vie? Alors, je sais ce que j'ai pas envie de faire. Je sais que je veux avoir une pleine conscience de mes décisions, savoir pourquoi je fais les choses. J'ai pris une feuille à 17 ans et j'ai marqué tout ce que je voulais. Mais ça pouvait aller d'une console de jeu à... Une méga bucket list, quoi. Tout, ouais. J'ai essayé de réunir sur des phrases concept des choses qui matchaient ensemble, tu vois. Avoir une belle voiture, avoir une belle maison, machin. Bon, c'est avoir un confort, une sécurité, tu vois. Et donc, la feuille, elle s'est amincie jusqu'à avoir... plus que quelques mots, tu vois, représentatifs. Et je voulais en avoir qu'un, j'en ai eu 2. C'est liberté, autonomie. Alors justement, raconte-nous un peu tes débuts sur YouTube. Comme tu dis que c'était un hasard. Comment t'en es arrivé à faire des vidéos sur YouTube avec en plus un concept assez fort d'une vidéo par jour quand tu t'es lancé. C'était une autre époque de YouTube. On va en parler un peu après aussi. Mais comment t'en es arrivé là? En 2015, je sors 2-3 vidéos sur YouTube. Mais parce que je me dis, tiens, ce serait rigolo d'utiliser cet outil vidéo. Je ne perçois pas encore YouTube comme ce que c'est, des chaînes, une communauté, etc. Mais d'utiliser l'outil vidéo pour essayer de faire du mentalisme à travers l'écran. Donc je fais 3-4 vidéos dans l'année et tout. Donc c'est rigolo parce que ça me branche un peu sur le montage. Comme je suis geek, ça me plaît et tout. Je mets une vie à faire des trucs nuls. C'est trop bien. Et vers la fin de l'année, moi c'est la fin de mon 2e spectacle. Je vais écrire le 3e. Et je parle à un pote. Je dis, tu sais, ce qui serait trop cool, c'est pour faire un vrai défi créatif, c'est tu fais une vidéo par jour. Et il me fait, bah fais-le. Je dis, non, c'est mort, j'y réfléchis. Ouais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chat GPT pour dire, c'est ça. Pour moi... Putain, chat GPT. Donc je note, j'ai les 30 idées, les dernières au forceps quand même, hein, tu vois. Bon, comment je peux m'organiser si je fais ça? Je me lève tôt, j'ai pas trop de problème à me lever tôt. Il faut que ma journée, elle commence vraiment quand j'ai terminé de faire ça. Donc ma vraie journée de travail, mon spectacle, tout ça, tout ce que j'ai, ma vraie vie, quoi, tu vois. Et je me dis, allez, je le tente. Et je le tente parce que j'avais plus le choix, je ne pensais qu'à ça. Et puis en plus, j'aime bien les belles histoires. Et là, on était en décembre et je me disais, ça serait de 1er janvier au 31 décembre. C'est là, quoi, tu vois. Ouais. Et donc je le fais. Et l'objectif, c'est vraiment écrire du coup le nouveau spectacle, m'éclater à faire des vidéos, à comprendre le montage. Je ne comprends pas encore très bien YouTube à ce moment-là. Et potentiellement aussi me créer peut-être un petit début de communauté. J'en parlais avec Verino à l'époque, qui était déjà sur YouTube, mais on a le même parcours parce que lui vient du spectacle. Et il me dit, mais tu vas voir quand tu as les premiers spectateurs qui viennent, qui te connaissent sur YouTube, c'est une sensation trop cool et tout, parce qu'ils te connaissent vachement mieux. Tout. Je sais, bah écoute, si d'ici la fin de l'année j'ai 12 000 abonnés, c'est goal. Tu vois, ça ferait 1000 abonnés par mois, ça raconte un truc, c'est cool, quoi, tu vois. Et donc j'y vais dans cette démarche. Et en plus, avec une démarche sûrement un peu différente. C'est-à-dire que moi, dès que je me mets à faire 110 vues par vidéo, c'est-à-dire que je pense en place de spectacle. Je me dis, j'ai l'Olympia, pas du tout, j'ai le point virgule, quoi. Tu vois, quand je fais 400 places, j'ai le grand point virgule. Quand j'ai 2000 vues sur une vidéo, mes premières vidéos à 2000 vues, ça devait être au mois de mars, avril, tu vois, donc ça c'est une vision des choses que tu m'as appris, que tu nous as appris et qu'on répète tout le temps. 2000 vues, c'était l'Olympia, quoi. C'était fou, 2000 abonnés, j'avais l'Olympia d'inscrits. On se rend pas compte à quel point aujourd'hui on est décorrélé de cette, du physique, quoi, de ce que ça représente. Les échelles de YouTube ayant changé, nous on se retrouve régulièrement à dire des personnes qui disent « Ah là, elle a fait que 100 000 vues, je suis déçu, etc. » On leur dit « Alors, je te rappelle qu'un Stade de France, donc imagine un Stade de France, tu le fais plus qu'un Stade de France en vues. » D'accord. Et qu'un film qui sort en salle, s'il fait déjà X centaines de milliers de vues, déjà c'est incroyable. Un succès, c'est incroyable. Et moi, comme je viens de ce monde-là traditionnel du spectacle, des médias tradis, etc., je les connais, ces chiffres-là, donc ça me parle plus, tu vois. Et puis il y a des décisions aussi à prendre. Est-ce que tu veux faire des vues ou est-ce que tu veux faire ton contenu? Tu vois, j'ai un bon exemple avec un copain qui vient de la scène, c'est Pierre Cross. Pierre Cross, il a pris le parti à un moment donné d'arrêter les spectacles pour aller sur le contenu qu'il fait aujourd'hui, où il est très très fort dans son domaine, c'est très drôle, tu vois. Moi, à un moment donné, j'ai vu clairement quelle autoroute il fallait que je suive pour toucher une communauté plus large, plus jeune, et faire plus de vues.
Et j'ai pas utilisé ce joker-là. Alors, on pourrait dire que je raconte l'histoire a posteriori parce que je sais pas ce qu'il faut faire pour le faire, tu vois. Si, je sais, parce que je le fais parfois avec parcimonie. Quand je fais une analyse politique, je sais que je vais taper entre 1 et 3 millions de vues. Je peux vraiment en faire, si je veux, une ou deux par mois, ne serait-ce que ça, tu vois. J'en fais une tous les 4-5 mois. C'est pas un hasard, j'ai pas envie de me renfermer dans cette bulle-là, j'ai pas envie de devenir ce mec-là parce que j'ai envie de proposer d'autres contenus. Donc je vais m'en servir de temps en temps pour réactiver un peu les algos et tout ça. Mais tu vois, il faut aussi prendre les décisions ou à l'inverse, quand on a produit un documentaire sur Robert Houdin, super beau d'ailleurs. J'avais dit aux équipes, il n'est pas YouTube friendly, on va faire entre 50 et 100 000 vues, tu vois. Bon, en fait, on a fait 120 000 vues, le goal est atteint, tu vois. Donc, mais parce que, oui, c'est plus que le Stade de France, on a intéressé des gens à ça et c'est cool. Et des fois, en plus, tu as des singularités. J'avais fait un docu sur la Chouette d'Or il y a 2 ans, où j'avais dit pareil, on fera entre 50 et 100 000 vues, on a fait 800 000 vues. Tu vois, comme quoi, il y a aussi des belles surprises qui peuvent arriver. Mais ouais, est-ce que tu veux faire des vues? Est-ce que c'est ton but? Ou est-ce que tu as décidé de construire un truc plus large, plus cohérent, qui te plaît plus, tu vois. Et donc, du coup, je t'ai un peu coupé dans ton élan sur tes débuts sur YouTube. Comment tu t'organisais parce que donc, tu disais, je me levais le matin, je faisais ça, et après, je commençais ma journée de travail. Déjà, moi, je considère que c'est une journée de travail déjà entamée, de faire une vidéo. Mais... moi, je voulais le rajouter comme une brique. Je voulais pas que ça enlève quelque chose, tu vois. Et d'ailleurs, tout ce que j'ai fait, j'ai réussi à les rajouter comme des briques, tu vois. Parce que même... Un truc que personne ne sait, c'est qu'à la base, moi, je comptais arrêter le 31 décembre quand je me lance, tu vois. Donc, c'était pas censé continuer. La mécanique, alors très vite, les idées notées, elles sont cramées. Déjà parce que je les utilise, parce que je découvre la plateforme, je la comprends et je vois ce qui est pertinent ou pas, ce que j'ai envie de faire ou pas, ce qui est facile à faire ou pas aussi, parce qu'il faut de la facilité. Je découvre aussi un truc cool. Dans une vidéo par jour, tu peux assumer le côté « désolé, j'ai pas le temps, j'en sors une demain », tu vois. Mais en même temps, tu vis un truc très cool de « celle-ci était naze », c'est pas grave, puisque moi je suis déjà sur la prochaine et je vais faire mieux. Donc tu as une espèce de crash test permanent, tu vois, où tu peux... Moi, ça me rappelle les rodages de mes spectacles, quoi, tu vois. C'est un univers que je connais, j'ai pas de problème à rater, tu vois. Donc je me réveille le matin, en général, je ne sortais pas de mon lit tant que j'avais pas l'idée de base. Donc Et donc, si je comprends bien, tu écrivais le jour même. Tu écrivais, tu tournais le jour même. Très vite, j'ai été en flux tendu. Okay. Donc par volonté créative ou pas le choix. Ou parce que pas le choix. Ouais, pas le choix. Pas le choix. Si je voulais garder tout le reste de ma vie, trop compliqué de faire autrement, tu vois. Mais encore une fois, on parle d'une époque où les vidéos font 4-5 minutes, donc c'est possible d'imaginer ça. Tu aurais pu te dire, par exemple, je sais pas, je vais prendre un week-end où je vais écrire 60 vidéos, je vais en tourner 30, tu vois, d'affilée. Ça m'a traversé l'esprit. Et ça va me mettre un petit peu plus de confort. Et donc, ce que j'aurais sacrifié de ma vie perso sur ce week-end, je vais le gagner en fait sur le reste du temps. Tu aurais pu te dire ça. J'avais pas cette logique de production, mais ça m'a traversé l'esprit. Et en fait, je l'ai abandonné d'une par flemme, je pense. Et de deux aussi parce que je construisais vraiment... les commentaires du jour m'apprenaient sur ma manière de faire pour le lendemain. Donc, j'avais peur qu'en faisant des trucs trop en avance, je sois un peu décorrélé de ma temporalité, tu vois. Et créativement aussi, le côté créer sous la contrainte, etc., ça amène des choses hyper intéressantes. Déçu, si tu vois 1 ou 2 éléments sur la première vidéo que tu sors de cette série qui te plaît pas, et que tu dis, maintenant j'en ai 30 à monter, ou j'aime pas la lumière, j'aime pas le son, ou je bégaye, ou j'ai pas dit ça. Ou en fait, je me rends compte que c'était pas le bon sujet, tu vois. J'ai oublié de dire abonnez-vous. Abonnez-vous, ta gueule. C'est plutôt quelqu'un d'autre. C'est une autre époque, Mais c'est resté. On vous racontera un jour, Et du coup, tant que j'ai pas mon idée de base, je me lève pas. Alors, sachant que je pars quand même un peu gagnant, je suis un peu vieux créateur, enfin vieux quand je me lance en tant que jeune créateur, tu vois. Donc, j'ai un stock de savoir dans mon univers. Je pars avec une base de connaissances et avec un stock d'utilisation, tu vois. C'est pas, j'ai pas à faire des recherches pour tel truc. Je donne déjà des conférences sur le cerveau depuis longtemps. Enfin, tu vois, c'est relativement simple de fonctionner comme ça. Je suis dans mon domaine de compétences, en fait, sur la thématique. Donc, je me lève. En général, j'écrivais la vidéo. Alors, écrire, pour moi, la vidéo, ça voulait dire noter des points sur une feuille, tu vois, structurer juste, et après, c'était à l'impro. Je filmais avec la Canon Negria Mini X à l'époque, qui avait un son très correct, donc ça c'était pratique pour moi. On pouvait la poser un peu n'importe où, etc. J'avais pas de problème de lumière parce que j'avais pas conscience qu'il fallait bien éclairer. Et encore une fois, c'était une autre époque. Mais c'était une autre époque.
Et après, dès que... Alors, je faisais un truc très linéaire, hein. J'allais du point A au point B. Comme ça, je pouvais tout me foutre sur la plateforme de montage. Monter, pour moi, dans les débuts, ça voulait dire faire des cuts et 2-3 textes et la même musique en fond. Et voilà. Donc, c'était pas non plus un très long montage. Donc, ça te prenait combien de temps par vidéo en général, en moyenne? 4-5 heures quand même. Ah ouais, donc tu faisais 4-5 heures le matin avant de commencer ta journée. Ouais. Enfin, tu faisais Donc en général, je me réveillais vers 6 heures, sans réveil, parce que la peur de ne pas produire la vidéo du jour, elle te réveille en fait. Et avant midi, j'avais terminé. Tu vois. Et après ça, j'ai fait 2 réglages. J'ai eu une peur, c'est marrant, ça je le raconte dans ce bouquin. J'ai eu une peur sur un truc, j'essaye toujours d'identifier les obstacles qui vont m'empêcher d'atteindre le but qui était de faire une vidéo par jour pendant un an. Et un jour, en introspection de ça, je me dis, et si je suis malade, si je suis à l'hôpital 3 jours, il se passe quoi? Ça me ferait chier de rater le défi au mois de décembre pour 3 jours d'hosto. Et je me dis, il faut que je fasse un blog de cette vidéo. Donc, en plus de maintenir mon flux, il faut que j'arrive à créer cette vidéo que je pourrais sortir n'importe quand. En roue de secours que tu avais en stock, quoi. Et donc, un truc atemporel, tu vois, etc. Et tout. Et c'est comme ça que j'ai tourné ces 7 vidéos Space. L'idée, c'était de me dire, un sujet atemporel qui plaira toujours à tout le monde et qui me permet de faire cette vidéo, comment résoudre un Rubik's Cube rapidement, tu vois. Et donc ça, ces vidéos, j'ai pas besoin de les écrire parce que je sais faire du Rubik's Cube. Je me dis, je vais les tourner au Space, comme ça me met bien dans une bulle. Je tourne tout la même journée et je monte tout le lendemain dans la même journée. Et en 2 jours, j'ai mon stock comme ça. Et du coup, qui m'a servi pour prendre une semaine de vacances. À un moment donné, je l'ai sorti. Et l'autre réglage que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, je vais exploser en plein vol en termes d'énergie, de vie personnelle, de tout, si je ne me garde pas un jour dans la semaine. Donc, ce que j'ai fait comme réglage, c'est que le samedi, j'essayais d'écrire 2 vidéos, de tourner 2 vidéos et de monter 2 vidéos, celle du samedi et celle du dimanche dans la foulée, pour avoir un vrai dimanche off. Alors, dimanche off, souvent, c'est un retour de tournée pour moi, mais un dimanche sans vidéo, en tout cas, quoi, tu vois. Donc, ça a été à peu près ça le rythme durant un an. C'est marrant, parce que du coup, de ce que j'entends, c'est que tu t'es rapidement retrouvé dans un flux tendu. Et au fur et à mesure, tu t'en es sorti de ce flux tendu, pas complètement, parce que de toute façon, une vidéo par jour, tu es toujours dans un flux assez tendu, quoi. Mais tu as réussi quand même à te faire un stock, ce que nous, on conseille toujours aux créateurs d'avoir sous la main, déjà d'avoir une avance sur leur calendrier, parce que sinon, tu es pris à la gorge, et c'est dur mentalement. Tous les burn-out dont on entend parler actuellement, c'est beaucoup à cause de ça. Mais aussi, en effet, parce que, comme tu dis, s'il y a un accident, s'il y a quelque chose, alors tu peux toujours dire, je sors pas une vidéo une semaine, c'est pas très grave, tu vois. Mais c'est quand même ton gagne-pain, c'est quand même, tu vois. Donc c'est important d'avoir du stock, et c'est marrant que t'en sois arrivé là quand même, tu vois. C'est intéressant. Et que malgré tout, tu vois, j'avais un peu de stock au final. Et puis après, les autres années, direct, j'ai fait du stock en vrai. J'ai toujours au moins eu 1 mois et demi d'avance sur YouTube. En déjà tourné. Aujourd'hui aussi? Aujourd'hui toujours. Là, on est en mai. Tout le mois de mai, tout est tourné. Mais j'ai toujours eu au moins 1 mois d'avance et 6 mois à 1 an de planning de vidéos d'avance. Alors, c'est un planning qui est vivant. Ça ne veut pas dire qu'il est gravé dans le marbre, mais je sais où je vais sur au moins 1 an. Là, ça doit s'arrêter en septembre, tu vois, donc je ne vais pas tarder à reprendre un peu tout pour pousser à décembre, tu vois. Nous, on fonctionne comme ça aussi. Toutes nos vidéos sont prévues jusqu'à fin décembre. C'est ça. Et comme tu dis, c'est pas gravé dans le marbre. Il y a des choses qui évoluent parce que l'actualité, parce que les opportunités, parce que voilà. Et ensuite, on a de la chance d'avoir une équipe de monteurs derrière nous. Donc, on peut avancer assez rapidement sur les vidéos. Et en vrai, on est déjà calé jusqu'à fin juillet. Là. On a toutes nos vidéos jusqu'à fin juillet, sauf la tienne qu'on est en train de tourner là, qui va sortir plutôt rapidement au final. Mais voilà, c'est important pour être libre créativement et avoir la liberté, l'autonomie dont tu parles. Je trouve que c'est important d'avoir une organisation claire de nos vidéos. Quoi. Dans cette création-là, il y a 2 trucs. J'ai toujours essayé, alors j'étais inspiré par les Américains, je sais plus, qui avait dit, alors il ne se l'appliquait pas forcément, mais il disait quand on a une idée de concept, on réfléchit, si on n'est pas capable d'en tourner 4 dans la journée, on ne le développe pas. C'est vieux, c'était 2016. C'était, comment il s'appelait? C'est une chaîne qui n'existe plus, je vous retrouverai ça, on le mettra là, ici. Mais j'avais trouvé ça très pertinent.
j'avais regardé leur contenu, je me suis dit d'accord, ils ne s'appliquent pas forcément leurs conseils à chaque fois, hein, ça se voit. Mais dans le principe, c'est pas mal de se dire, ce que j'ai retenu de ça, c'est il me faut aussi des choses un peu faciles à faire dont je peux doubler le tournage. Par exemple, là, on fait des fois des histoires à la Bellemare, j'en tourne jamais un tout seul. Si on monte le setup, il faut en tourner 2. Il faut que j'en ai écrit 2, etc. On ne va pas perdre ce temps-là. Il faut amortir, quoi. C'est-à-dire qu'en tourner 1, ça me prend une demi-journée. En tourner 2, ça me prend une demi-journée. Donc, il faut au moins en faire 2, quoi, tu vois. Ça me rajoute qu'une heure, en fait, quoi, tu vois. Donc, ça je l'ai pris très tôt dans ma tête. Il me faut aussi, comme ça, des flux plus simples à produire. Et il faut aussi assumer qu'il y a des vidéos, tu les as écrites, tournées, montées. Tu le sens pas, quoi. Ouais. Bon, avec Loïc qui travaille avec moi, on a plein de vidéos qu'on n'a pas sorties. On a le dernier Cabinet Curious, il est jamais sorti. Ouais. C'est dommage. C'est nous qui l'avons. Et en plus de ça, quand j'ai commencé à me dire, on va le sortir, c'est Simon Puech qui a fait une vidéo sur la thématique, qui a plutôt bien marché, sur la thématique qu'on traitait nous. On était peut-être pas le sortir en même temps, ça fait un peu doublon. Puis l'autre jour, j'ai regardé la vidéo, on l'a tournée durant la canicule de l'été dernier, cette vidéo-là. Donc on est beaucoup. Dehors, on transpire, on en sue et tout. Et là, il y a un espèce de truc qui se décolle. Et je pense qu'un jour, je la sortirai dans un autre format englobant, peut-être un truc de chaîne secondaire, tu vois, pour dire... mais voilà. Ou dans le bonus DVD. Dans le bonus DVD, ouais. Il y a les matières grises. Le concept s'est épuisé, tu vois, c'était le format dont on me parlait le plus et qui devenait le moins regardé. Et je pense qu'il y a eu un effet épuisement du marronnier et un peu Arte. Tu sais, les gens que je croise, j'adore, c'est mon truc préféré. Ok, c'est quoi le dernier que tu as vu? Celui d'il y a 6 mois, par contre. Tu vois, tu as l'impression que c'est ton format préféré. Quand ça arrête, tout le monde dit oh non. Mais en vrai, personne ne le regarde. Donc, le dernier épisode, on l'a fait en mode bouquet final pour bien consommer tous les trucs. Donc, j'ai plein de super expériences qui n'ont pas encore été utilisées. Peut-être j'utiliserai encore, tu vois, mais je trouve qu'il ne faut jamais hésiter à se dire bon, c'est pas parce que c'est tourné, que c'est prêt, que c'est quali, que c'est cool, qu'il faut absolument le diffuser au forceps aussi, quoi, tu vois. C'est la même difficulté que tu peux avoir en fiction quand tu as un script qui te plaît et que quand tu le confrontes à la réalité, c'est de te dire même la réalité déjà avant le tournage, pendant le tournage et au montage. On a toutes et tous connu ce moment où cette scène, c'est celle qui te fait rire, qui te plaît, mais tu te rends compte au banc de montage qu'il faut la couper et ça te c'est dur de jeter. Le cœur. C'est dur. Les premières fois où tu jettes, c'est dur. Et après, comme tu dis, des semaines après ou des mois après, tu fais ah mais heureusement que j'ai pas laissé ça. Moi j'ai mis 3 ans par contre à réussir à jeter ce qui n'était pas de moi. Je m'explique, comme j'ai toujours fait du mentalisme et tout sur la chaîne, j'ai eu beaucoup d'invités. J'ai même brûlé, je pense, le featuring en France. Tu vois, je vois si on faisait une stat, je cite tout le monde sur le nombre de personnes venues, parce que le mentalisme, ça se fait forcément à 2. Et du coup, j'ai eu des invités qui étaient plus ou moins pertinents, plus ou moins dynamiques, plus ou moins bons clients, comme on dit, tu vois. Ça, j'avais beaucoup de mal à couper, parce que j'étais là, quand même, ils sont venus. Ils ont pris du temps pour moi, je peux pas trop les tailler, quoi, tu vois. Et j'avais ce truc-là de me dire, putain, comme je faisais de la télé en même temps, de la radio et tout, je me disais, eux, ils se posent pas la question, quoi, tu vois. On te fait venir 3 heures pour un sujet de 2 minutes dans le JT, tu vois. On se dit pas, il a tourné 3 heures pour rien. Mais par contre, moi, pour les autres, j'avais du mal à acheter ceux qui intervenaient dans mes vidéos. Même encore aujourd'hui, hein, tu vois, là, je suis en train de monter une interview que j'ai faite avec Navo. Je la trouve super de A à Z, mais il y a des moments où je sais que ça va faire des ventres mous. Il y a un moment donné là, que j'aimerais couper, et puis en même temps, je suis là, ouais, mais bon, quand même, il est venu et tout. Bon, je vais finir par le couper parce qu'aujourd'hui, je suis entouré, donc il y en a qui ont le cœur plus froid que moi, tu vois. Non, t'as raison, ça claque. Mais ouais, c'est pas simple de jeter ce qui a été capté, c'est compliqué des fois. Ça me permet d'enchaîner avec la partie conseil aux créateurs. Donc là, on a parlé un petit peu de ton... Parce qu'avant, moi aussi, j'ai plein d'idées de questions de conseils, mais on va peut-être finir quand même l'histoire, parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui s'est passé le 31 décembre, après toutes ces vidéos quand même. C'était une nouvelle année, c'est incroyable. Donc le 31 décembre, du coup, j'avais annoncé que je ferais une vidéo où je serais nu. Je me mettrais nu. Ça, ne pas reproduire à la maison. Mais ça a été un délire à l'époque où il y avait 700 abonnés sur la chaîne et qu'on était 20 dans l'espace commentaire et que du coup, tu as une relation très intime, très rigolo. Et sauf que cette vanne a perduré dans le temps. Donc le 31 décembre est sortie la dernière vidéo où j'ai détourné le truc en me mettant à nu.
c'est-à-dire en faisant un Draw My Life, tu vois, et en racontant tout mon parcours, chose que j'avais jamais faite, avec un super peintre qui s'appelle Zapata qui dessinait à ma place tout ce que je racontais et tout. Donc ça a été la dernière vidéo. Il y avait combien d'abonnés du coup à ce stade? 250 000. Oui, pas mal. Ouais. Et j'en prendrais 100 000 de plus 6 jours plus tard. Oui. Et ça, c'était fou. Alors, Stade de France, en une journée. Allez. En fait, ça a été marrant parce qu'on avait tourné une vidéo avec Amixem. Amixem m'envoie un DM sur Twitter. Il dit je t'ai vu passer dans une vidéo de mon pote Cyril. Est-ce que ça te dit de faire un featuring, une vidéo sur ta chaîne, une sur ma chaîne? Enfin, si ça te tente, bien sûr. Non. Trop cool. non, merci. Ça m'intéresse pas trop. Donc, je pars à Angers, on fait les vidéos. Moi, j'ai déjà publié la mienne et tout. Et Amixem, il n'a pas le thème. Quand il sort la vidéo, il ne prévient pas la terre entière. La vidéo qu'on a faite ensemble. Donc, le 6 janvier, je suis sur scène de Spotlight en train de tester des nouveaux numéros à Lille, un petit théâtre. Et juste avant de rentrer sur scène, j'ai une notif de je sais pas qui, je crois que c'est Doc7 William qui me dit ta vidéo avec Amixem est sortie, donc je regarde, je fais putain incroyable. Je sors de scène, je fais les dédicaces, les photos, les machins, les bidules, je vais à l'hôtel, je regarde, je fais putain faut que je regarde la vidéo, et je regarde avant mon compteur en vrai pour voir ce qui se passe ou quoi, et je crois que j'avais déjà pris 80 000 abonnés en plus. C'était ça a été incroyable. Donc le conseil, c'est de faire des feats, quoi. Des bonnes collabs intelligentes. Bonnes collabs. Alors, elle n'était pas très intelligente, la collab avec Amixem, parce que je pense que ça fait partie de mon stock d'abonnés morts qui sont abonnés pour la blague, pour le fun, parce que c'était original chez Maxime, parce que Maxime était chez moi à ce moment-là, et j'ai été le premier à avoir les trucs de, tu sais, les Smurls, le compteur d'abonnés en affichage un peu de gare. Et donc là, ça l'avait rendu ouf, ce truc, Maxime. Et elle fait, putain, faites-moi bouger ça et tout. Donc, tu sais, il avait lancé un espèce de raid qui avait fonctionné, mais je suis pas sûr d'avoir fidélisé ces personnes-là. Et encore une fois, je sais comment j'aurais pu les fidéliser. Il suffisait que quelques jours après, je fasse une vidéo sur détecter un menteur avec un truc un peu putassier là-dessus et tout, et je les aurais gardés. Mais je voulais pas transformer ce que j'avais envie de faire. Donc tu vois, ça te fait des hausses de stats dans l'instant, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui, les gens qui m'ont connu via Amixem, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient des abonnés, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui regardent vraiment mon contenu, tu vois, aujourd'hui. Donc non, le conseil, c'est toujours nage droit devant toi, quoi, tu vois. Mais les feats, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que la collaboration fonctionne autant qu'en 2016. C'est encore une autre époque où tu es abonné à quelques chaînes, et tu as du mal à savoir ce qui existe autour. Et donc, on te présente un nouveau créateur. Quand Doc7 faisait son Salut Internet, moi, ça m'a fait m'abonner à plein de chaînes parce que je découvrais en fait des thématiques et des créateurs, des créatrices. C'est quelque chose qu'on a envie de faire un peu de notre côté aussi, de faire des recommandations de chaînes. Parce qu'en effet, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très, très différents, menés complètement par les algos et surtout YouTube qui a aucune volonté éditoriale. D'ailleurs, on a vu que Dailymotion était en train de revenir. Oui, je les ai eus en visio plusieurs fois. Il y a des choses à faire, je pense, de ce côté-là. Et surtout, reviennent avec un angle très orienté créateur. C'est-à-dire qu'ils ont assumé le côté, on était revenu vers les marques, les médias, les diffuseurs. Ça nous a permis de rester à flot et maintenant, on revient vers les créateurs pour... Moi, Chat échaudé, craint l'eau froide, je les ai eus en visio parce qu'ils voulaient qu'on fasse plein de choses. Et pour l'instant, j'avoue que j'ai dit non pour le moment. Mais je suis complètement biaisé par mes histoires avec eux. 2 fois, ils ont essayé de revenir. 2 fois, j'ai dépensé beaucoup d'énergie. Et tu te souviens et vous avez aussi dépensé du temps dans les projets que j'amenais pour des fins. Mais des fins où on te dit même pas que c'est terminé. Donc là, quand ils sont revenus en me disant « Non, mais là, ce coup-ci, c'est vraiment bon », j'ai fait « Oui, mais ça fait 2 fois, moi, qu'on me dit ça sur 4 ans, sur 5 ans, tu vois. » beaucoup, quoi. Mais je pense qu'ils reviennent vraiment. Mais là, tu parles des algorithmes, moi, c'est une vraie crainte que j'ai. Alors, pas pour moi, parce qu'encore une fois, mes activités, tout ça, je sais que je fasse des choses, c'est pas un problème, tu vois. Mais j'ai très peur pour tous les autres en fait, j'ai 2 trucs à dire là-dessus, et je vais les dire. Vous savez quoi? Je vais vous le dire. On l'a senti un peu venir, celui-là. On l'a... L'épaule a bougé. J'ai celle-ci, un peu. Les algorithmes font que tu ne crées plus de communauté. C'est-à-dire que l'abonnement n'a aucune autre valeur que l'ego aujourd'hui, c'est un vrai problème. Tout à fait. Tu peux avoir 3 millions d'abonnés sur TikTok ou 3 millions d'abonnés sur YouTube, ça ne veut pas dire que tu vas être raccordé à ces gens par le fait très simple de, si tu sors une vidéo, elle passera dans le fil parce que tu es abonné pour la voir.
c'est quand même un vrai problème. Hein. C'est aujourd'hui, on pourrait enlever tous les abonnements, les rendre invisibles et ne même plus avoir la possibilité de s'abonner. Les algorithmes fonctionneraient pareil et te proposeraient les mêmes vidéos. En fait, on a gardé ça pour le truc d'ego de continuer à faire du contenu, mais ça, c'est un vrai problème, tu vois. Et l'autre indicateur que j'ai, c'est que du coup, on voit bien que par rapport à 2016, où je parle de ma période, on construisait vraiment une relation et c'était cool, tu vois. Même si on ralotait déjà un petit peu des fois sur l'algo, c'était rien à voir avec aujourd'hui. Où là, comme j'ai un grand pied dans l'édition, je les ai vus essayer de sortir des livres avec les youtubeurs, avec les tiktokers, avec les podcasteurs aujourd'hui. Si vous aviez les chiffres, il y a des personnes sur TikTok qui font beaucoup de vues avec certaines de leurs vidéos, qui ont une communauté de 3 millions de personnes, qui sortent un livre. Et ça marche pas du tout. Quoi. Quand je te dis ça marche pas, ça marche pas. C'est au ratio, 3000 livres vendus sur un an, pour quelqu'un qui a 3 millions d'abonnés. Allez, tu remontes encore une fois 6 ans en arrière, 3 millions d'abonnés, avec la valeur de l'abonnement de l'époque, tu sortais un livre, et tu fais comme Léna, tu fais 250 000 ventes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et au-delà de l'aspect mercantile, je trouve que c'est un indicateur de waouh, c'est-à-dire que moi, on me parle de plein de gens on n'arrive pas à dire leur nom. Mec qui est abonné à quelqu'un sur TikTok depuis des mois, et tu sais, le mec qui fait... En fait, tu deviens ton concept, mais tu n'as même plus la relation au nom. Et comme on est en train de faire en sorte de couper au maximum toutes les intros, tu te souviens des intros hyper longues, des intros à la Mixem, justement, tu vois. Mais c'était là qu'on construisait la relation, tu vois ce que je veux dire? Ça, je trouve ça flippant, tu vois. C'est un exemple qu'on donne beaucoup autour de cette table, qui est Cyrus North, qui justement, lui, va à l'antithèse de ça, l'antipode de ça. Et c'est super. Qui justement, arrive à construire une communauté complètement folle autour de lui. C'est un très bon exemple de ce qu'on recommanderait de faire aujourd'hui. Et en même temps, en effet, il y a la création de contenu pur dur, juste on balance du snack et on peut faire ça aussi, ça marche. Tu peux en vivre, mais en effet, ça pose la question de qu'est-ce qui se passe si la plateforme sur laquelle tu évolues crash, si tu as un retard de quelque chose, voilà, tout s'arrête du jour au lendemain. Ça m'amène à cette question dont on te prend toujours en exemple sur ce sujet-là, qui est la diversification des activités. Toi, aujourd'hui, tu recommanderais donc, de ce que je comprends, de se diversifier au maximum? Oui. En fait, déjà, le premier truc que je recommande, c'est de ne pas trop travailler pour les plateformes. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux jouer le jeu de la vue, tu vas travailler pour la plateforme, tu vas en comprendre les codes. Mais c'est pas une phrase anodine, travailler pour la plateforme, tu vois. Et de ce que je vois, parce que je garde vraiment une vigilance sur tout ça, c'est tous ceux qui montent, ils font leur hype, ça redescend sec après. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. C'est que y a un petit côté... tu sais, les personnes qui sortaient un single, qui cartonnaient à la radio et qui redescendaient, t'en entendais plus parler. Les One Hit Wonder. Exactement. Tu as ça complètement avec les formats aujourd'hui vidéo. Mais même moi, je veux dire, en tant que consommateur, il y a un tel qui va faire... je te prends l'exemple de Monsieur Poff, parce que j'aime bien ce gars, j'aime bien son contenu, etc. Il ne pourra pas l'étirer sur 10 ans. Tu vois, on va se lasser de voir ça. Moi, je me suis lassé de certains concepts qui fonctionnent très bien parce que le concept est fort, mais c'est parce que le concept est fort qu'on va aussi s'en lasser à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu travailles trop pour la plateforme, tu vas t'enfermer dans ce truc qui, quoi qu'il arrive, va retomber. Donc, il faut quand même avoir une vision un peu plus large de ce que tu veux faire au global et évidemment de se diversifier. Alors moi, c'est facile à dire, je m'épanouis dans la diversité, tu vois. Je venais du spectacle, donc ma diversification, c'était déjà de faire des vidéos, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est une conversation aussi qu'on a eue avec William Doc7, tu vois, où lui, quand il était monotage sur ses vidéos, il avait très peur de si la plateforme crash. Enfin, je veux dire, quand on se met sur YouTube, tu signes quand même un document Google. Alors, ça fait 12 pages, mais je peux te résumer ça en une ligne. On fera ce qu'on veut, merci, bisous. Exactement. Tu vois, c'est ça que tu signes. Tu vois. Si demain, YouTube dit, au fait, on ne fait plus le rev share sur les pubs, c'est OK. Tu as le droit de rien dire, quoi, tu vois. Donc, t'as pas d'autre choix. William avait peur de ça. Aujourd'hui, il a d'autres projets qui marchent très bien, qui sont sous-marins, qui ne sont pas labellisés Doc7. Et c'est ce qui donne cette stabilité aussi entrepreneuriale. En fait,
si tu veux vivre de ta création de contenu, tu acceptes tout de suite d'être entrepreneur ou entrepreneuse. Si tu es entrepreneur ou entrepreneuse, la règle de base, c'est de ne pas vendre un seul produit en fait, dans ton magasin. Donc, c'est fin de l'histoire. Mais si, en même temps, tu es entrepreneur ou entrepreneuse parce que tu fais de la création de contenu, ça veut dire que tu es quelqu'un de créatif. Donc, ça veut dire que tu as des idées. Bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que tu peux exporter tes idées différemment, soit sur de la thématique connexe d'univers, tu vois, où moi, j'ai un univers qui me semble cohérent sur qui je suis et ce que je présente publiquement, soit, en fait, en cohérence avec tes compétences. Et j'ai un univers un peu plus sous-marin qui est cohérent avec mes compétences de créatif, de machin, de mes connaissances, etc. Où j'ai une autre partie de mon travail, de mon business qui est pas labellisé Fabien Olicard, parce qu'on s'en fout, quoi, tu vois. Mais il faut y penser relativement tôt, parce qu'à partir du moment où tu crées ton activité, en fait, tu dois la penser comme une activité professionnelle pour être serein mentalement, en fait, pour ton bien-être, pour avoir toujours une vision à minima plus 10 ans, quoi. Tu peux cartonner en vidéo, tout de suite, tu dois te dire, est-ce que dans 3 ans, est-ce que ça me conviendra de faire, comme je vois parfois, balancer 10 TikTok par jour pour tenir la cadence, tu vois. Est-ce que je vois des pistes qui vont me permettre peut-être d'exploiter cette reconnaissance que j'ai sur cette plateforme-là, tu vois. Si les réponses sont non, ça va devenir compliqué, tu vois. En tout cas, quitte pas ton taf, quoi, tu vois. Parce que c'est OK aussi d'avoir un taf, j'appelle ça dans le civil, tu vois, en dehors des médias sociaux, et puis de faire à côté ton contenu. Il y en a plein qui font ça, il y en a plein qui ont fait ça. Le top 10 qui est, pour ceux qui se souviennent de lui, en tout cas, Thomas avait jamais quitté son travail alors qu'il faisait sa chaîne de top, qui a cartonné à une époque, et puis après il a arrêté de faire son contenu, et puis en fait aujourd'hui il a juste son travail dans l'informatique qui lui plaît, et puis ça se trouve demain il refera des vidéos, tu vois. Donc tous les formats sont OK, tu vois, mais si tu te rends compte que ça devient ta branche professionnelle et que tu t'auto-entreprends, tu vois ce que je veux dire, tu as monté ta boîte, que tu le veuilles ou non, il faut penser aussi en entrepreneuriat à ce moment-là. Tu n'as pas le choix. Mais ça me fait penser, je trouve qu'il y a une espèce de phénomène de TikTokisation. On a parlé tout à l'heure de l'accélération des vidéos, des intros qui doivent être très rapides. Et je pense qu'il y a cette volonté même de ces plateformes de forcer cet aspect très grisant qu'on souhaite à tout le monde. Voilà, c'est la première fois où, comme tu disais, tu as des abonnés, des inconnus qui viennent te commenter en disant bonjour Fabien. Je pense que la première fois quelqu'un t'a dit bonjour monsieur Olicard, merci pour ces vidéos, vous avez égayé ma journée ou quoi. Cette sensation, elle est incroyable. Je suis encore en relation avec des gens de cette époque. C'est trop bien, tu vois. Et je pense qu'il y a cette volonté, on voit sur le cliché, c'est un peu de dire sur TikTok, je vais là-bas parce que j'ai pris des abonnés plus vite et des vues plus vite. Et sauf qu'après, tu tombes dans une spirale infernale de te dire, voilà, tu vas cartonner, tu es arrivé à 100 000 abonnés, tu as l'impression que c'est énorme, mais tu ne fais que 2000 vues et tu ne sais pas pourquoi, et tu ne sauras jamais pourquoi, tu n'as pas l'explication. Et il y a ce truc aujourd'hui, sur des plateformes comme YouTube, c'est plus dur d'avoir ses abonnés, mais nous, on le voit même d'un point de vue... ils sont plus solides. Ils sont plus solides. Bien sûr. Ils seront plus longs à obtenir, c'est la sueur, c'est la douleur, etc. Mais à ce côté, nous, on le voit même d'un point de vue très orienté business, on va dire, que c'est plus intéressant des chaînes à 50 000 abonnés qui font 40 000, 50 000 vues, qu'on en voit passer tous les jours des chaînes, comme tu dis, qui ont cartonné sur un format ou sur un coup de hype où ils ont surfé sur les algorithmes qui aimaient bien les top 10 ou je sais pas quoi, qui ont leurs 400 000, 500 000 abonnés et qui peinent à faire 10 000, 20 000 vues. Et il faut bien se dire que... J'amène juste un petit bémol à ce que tu dis, parce que y a ceux qui ont créé la hype, qui ont eu un format viral et qui se sont retrouvés avec plein d'abonnés, mais pas les vues. Mais il y a aussi aujourd'hui cette ère YouTube où tout le monde a des vues divisées par 2, voire 3. Ah oui, ça oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est même des gens qui sont installés depuis longtemps, qui ont des millions d'abonnés, sont en galère de vues. Mais moi, c'est le cas. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que d'année en année, donc ça fait 6 ans que je suis sur la plateforme, mon goal de base pour mes vidéos, donc mon nombre de vues de base pour les vidéos que je veux faire, n'a pas changé. Okay. En fait, il n'a pas évolué. En fait, j'essaie de maintenir plutôt un truc, et les prises d'abonnés, c'est juste pour renouveler le sang. Tu vois ce que je veux dire ? Mais par rapport à... Je faisais facilement plus de vues quand j'avais 100 000 abonnés que quand j'avais 1 500 000 abonnés, tu vois. Donc j'ai toujours à peu près le même ratio, et je suis toujours en train de me dire, déjà, si la vidéo a fait 100 000 vues, franchement, on est bien, tu vois. Mais parce que je le crois sincèrement, quoi, parce que
Et si en plus elle touche toujours le même public, ça veut dire que je suis pas déconnant en plus, tu vois. Et en plus, en fonction de l'activité entrepreneuriale qui est prévue, nous on voit l'exemple, si ton but c'était de vendre par exemple des formations, bah, peut-être qu'il te suffit d'avoir peut-être 200 abonnés fidèles et que tu as besoin de 200 personnes qui achètent ta formation et t'es bien, etc. Plutôt que de te dire je veux 200 000 personnes et peut-être essayer d'en avoir 100 sur le lot et donc de cibler un peu large, de se perdre un peu dans ce truc de cette course de... Moi je me souviens avec la Family Cost, que j'avais rencontré d'ailleurs via le Space, qui voulait beaucoup faire du feat, etc., essayer de la prise d'abonnés et tout. Et j'avais une conversation avec eux où je leur disais, mais en fait, il faut, si tu as 10 000 abonnés sur YouTube, ta vie, elle est faite, hein, en vrai. Tu vois, moi, c'est à partir de 10 000 abonnés sur la plateforme que j'ai commencé à aller voir des gens qui venaient au spectacle, etc. Est-ce qu'on se rend compte, mais je pense que non, on se rend plus compte aujourd'hui du côté incroyable d'avoir une communauté de 10 000 personnes qui te connaît, qui te reconnaît, qui reconnaît ton travail et qui t'apprécie. Moi, je viens d'un monde où on lance un spectacle en 2009, tu te mets dans une salle, il y a ta mère qui te connaît. Et tout est à faire. Et tu n'accèdes jamais aux médias traditionnels, il n'y en a pas assez à l'époque, etc. Et la plupart des artistes, alors aujourd'hui c'est encore un autre monde depuis 2-3 ans, nous on le constate, mais je veux dire, jusque-là, tout le monde a lancé ses spectacles et sa vie professionnelle comme ça. Et là, on te propose de lancer ta vie professionnelle en ayant aggloméré 10 000 personnes qui connaissent ton travail. J'ai un super exemple, c'est la boutique de Margot, les astuces de Margot, Margot Tips. Alors, elle, mais je lui envoie trop régulièrement, mais bravo, mais t'es trop forte et tout. Elle a créé tout son truc autour du bullet journal qu'elle adore, etc. Elle fait pas des centaines de milliers de vues, hein. Elle fait pas des vues dingues, elle n'a pas un nombre d'abonnés de dingue, mais elle adore ça. Elle a créé toute sa boîte autour avec sa manière de faire qui est excellente, et elle a une clientèle de sa boutique qui est une clientèle de boutique fidèle, qui est la bonne clientèle, tu vois, et qui à la base sont des gens qui la connaissent de YouTube. Mais vraiment, je suis persuadé qu'avec 10 000 abonnés, suivant ce que tu as à faire dans ta vie, tu es vraiment plus que sur la bonne voie, tu vois ce que je veux dire. Mais encore une fois, demain, ouvre un petit magasin là sur le côté de trucs à vendre, et imagine, tu fais la même chose demain, avec un peu de VPC, et tu as déjà 10 000 personnes qui connaissent ta boutique et qui savent que tu es de bons conseils. C'est fou, en vrai. Tu vois, c'est vrai qu'on a tendance à toujours se mettre la barre des 100 000 parce qu'on a le trophée, le premier trophée YouTube, mais on ne se rend pas compte que 10 000, c'est beaucoup. 10 000 personnes énorme, qui connaissent. 10 000 personnes, c'est pas ce que j'ai fait en 2 ans ou 3 ans de tournée avec mon premier spectacle. Il n'y a pas 10 000 personnes qui l'ont vu en France, alors que j'étais en tournée partout dans des petites salles de 50 places. Il nous reste 10 minutes. Ouf. Donc pardon, mais je suis pipelette. Hein. Non, mais de toute façon, on a 50 milliards d'autres questions. On aurait pu passer toute la journée avec toi. Mais... On peut faire un petit question. Il faut que je réponde. Voilà, exactement. Faut que je réponde par 2 phrases à des questions. Du coup, une chaîne ou un compte coup de cœur à partager, à faire connaître aux gens. 2 chaînes. Adam Bros, j'aime beaucoup ce qu'il fait, Adam. Et Ludovic B aussi, j'adore ce qu'il fait. Ok, très qu'on salue et qu'on apprécie beaucoup. Grave. C'est quoi tes actualités? On en a déjà un peu parlé. Spectacle, toujours. Le nouveau livre qui vient de sortir, qui est toujours là. Si vous connaissez Votre temps est infini, il se marie très bien avec. J'ai toujours au moins 3 trucs à dire. Donc c'est quoi le 3e? Je sais pas, abonnez-vous. La prochaine vidéo YouTube qui sort vidéo YouTube, dans la semaine. Ça ressemblerait à quoi le projet de tes rêves? Le projet de mes rêves... Le projet de mes rêves, c'est vraiment toujours réinvestir, tu sais. Moi, j'ai toujours réinvesti sur moi-même, dans le spectacle, dans les vidéos, dans tout. C'est pour ça que j'ai des équipes, hein. C'est pas tombé du ciel. Dès que j'ai eu assez pour me payer double, j'ai payé un 2e gars, en fait. C'est comme ça que je fonctionne. Ce serait d'avoir assez de monde pour produire des choses qui ne dépendent pas de mon temps, c'est-à-dire où j'ai pas besoin d'être à l'image. C'est un peu ce qui manque aujourd'hui dans ma vie. Je fais pas assez de projets où j'ai pas besoin d'être vraiment le porteur du projet ou d'être à l'image, etc. Au-delà de ta chaîne ou sur ta chaîne aussi? Au-delà de ma chaîne. Au-delà de ma chaîne, ouais. Ça met l'attrait de pouvoir lancer des chaînes thématiques sur des sujets qui me passionnent, que je ne maîtrise pas, mais j'aimerais bien voir ces contenus, justement, tu vois, et d'avoir après quelqu'un, soit quelqu'un qui l'incarne avec des gens qui écrivent et qui connaissent, soit que l'incarnant écrive lui-même, etc. J'aimerais bien produire dans ce but-là. Ouais, très bien, très clair. Toujours speed. C'est quoi la plus grande qualité de Loïc? Loïc, on est fan de Loïc. Fan de son humour. La plus grande qualité de Loïc, c'est qu'il il a vraiment un... Tu vois, l'autre fois, j'ai fait remplir des fiches de poste à tout le monde. Mais que
eux se mettaient eux-mêmes avant que je repasse dessus pour déjà voir quelle vision ils avaient de leur poste. Il a mis une phrase, il a mis « Je suis garant de l'image de Fabien dans toutes les vidéos ». J'aurais pas mis ça comme ça. Mais toi, j'aime bien ça. Ce côté un peu, il veille à ce que toujours ce soit beau, ce soit qualitatif. Et cohérent. Peut-être que le fond est nul, peut-être que je dis des trucs qui sont pas intéressants, mais quoi qu'il arrive, dans la forme, classe, quoi. Ouais. Et avec pas grand-chose, quoi. Hein, pas forcément des moyens de fou. Ça, j'adore ça chez lui. Sa plus grande qualité, c'est que, tu sais, il peut traîner la patte sur faire des trucs. Par contre, au moment où ça va tourner, il va perdre 1 heure s'il faut, mais ça, on pourrait peut-être baisser de 10% cette lumière-là, quoi, tu vois. J'aime bien ça. Mais dans toutes mes équipes, d'ailleurs, j'aime ce trait de caractère. Diablo, c'est le gars qui s'occupe de mes lumières en spectacle depuis toujours. C'est un vieux de la vieille. Il a fait les lumières du Stade de France il n'était pas le seul à le faire, bien sûr, pour quand Jean-Marie Bigard avait fait le truc, tu vois. Donc, il a fait ce genre de truc. Il a fait tous les Zéniths de France, mon Olympia, tout. Je pars toujours en création avec lui dans les petites salles. Et on peut faire une salle de 40 places, comme à Aix-en-Provence, où il y a un seul projo. En fait, lui, il se déchire le truc. Attends, on pourrait le mettre là et tout, machin. Il y a autant de préparation que si c'était Bercy. Tu vois, il n'y a pas de petite salle. Loïc, c'est ça. Il n'y a pas de petit tournage, en fait. Alors, du coup, on en profite pour faire un big up à toutes tes équipes, parce que clairement, pour avoir travaillé avec tes équipes, tu as su vraiment très très bien t'entourer. Tous les gens avec qui on a travaillé jusqu'ici, ils sont vraiment tous super carrés. Et gentils. Et bons, quoi. Ils font du bon taf, quoi. Donc on va te demander de faire la conclusion qu'on attend tous, celle de nous dire il est déjà dans. J'espère que vous avez la vidéo. Une conclusion. Écoutez, je vais vous dire. Hein? Alors, il y a des questions? Ça, c'était mon préféré, Sarkozy. Je ne sais pas d'où il est parti. C'est que quand on l'a reçu au YouTube Space, on l'a fait visiter le décor du bureau de l'Élysée, quand même. Les décors, on a beaucoup pensé à toi ce jour-là. C'est ressemble. Il aurait fallu m'inviter. Là, j'ai un truc sur Macron. Parce qu'en fait, dans le spectacle, j'ai un passage vraiment sur la langue de bois, les techniques de rhétorique et de la langue de bois en politique et tout. Alors, c'est pas un gros truc de dénonciation, hein, mais c'est intéressant de se dire que la langue de bois, tout le monde sait que ça existe, tout le monde se dit ça marche pas sur moi, mais c'est vraiment pour ça que ça marche sur tout le monde, en fait. C'est parce que tu as l'impression que ça marche pas sur toi. Bon, Et donc, je me bouffe pas mal de ces discours pour les analyser tout, donc je repère tous ces tics, donc je limite très mal sur plein de trucs, mais la fois où il avait fait « Oui, il y a eu le Covid !» alors, du coup, je le fais en spectacle des fois parce que ça me parle, parce que j'en rigole avec les équipes. Personne rit, personne n'a les refs de ça. Mais moi, ça me fait beaucoup trop rire, quoi. Ou dès qu'il sait pas quoi dire, et ça, j'utilise ça dans le spectacle, il compte. Il va avoir 3 éléments, tu vois. Oui, j'ai vu ça dans une de tes vidéos, Demander la conclusion. Je vous remercie d'avoir posé cette question, hein, parce que évidemment, hein, si je fais pas de conclusion, vous allez dire c'est un petit rigolo. Il a pas de conclusion, hein, celui-là. Hein. Eh bien si, des conclusions, c'est en 3 temps. Tout d'abord la fin, ensuite ne pas oublier de revenir sur ce qui a été dit sur le début, et au final, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Eh bien c'est ça que je vous le demande, et c'est là-dessus que nous allons avancer, comme on s'est dit depuis le départ. T'as vu comment j'ai rien dit? J'adore. Et là, il a souvent ce truc de parler à ta place, de faire le mentaliste, hein. Parce que là, évidemment, si je vous dis je vais pas faire de conclusion, vous allez vous dire ah bah celui-là il s'embête pas. Donc non, et bien sûr je vais devoir en faire une conclusion. Mais en fait, tu as répondu à une question qu'on t'a pas posée en fait, quoi, tu vois. Ça me fait penser à c'est pas un tour, cet exercice que tu nous as fait avec les cartes, avec des mots à placer dans un discours politique. Oui. En fait, c'est devenu la base d'un numéro de mon spectacle, ça. Avec l'autorisation de Franck Lepage, évidemment, qui avait trouvé ces mots-là. Hier soir, j'ai eu comme question, pourquoi tu as des chaussures blanches? Et j'ai répondu avec tous les mots de la politique, décentralisation, locale, etc. Donc, pour vous donner du contexte, 17 mots écrits sur une feuille et je découvre les mots au fur et à mesure. Et j'ai pu répondre à la question. Et il enchaîne le discours politique en découvrant les mots et tu as l'impression que c'est un vrai discours politique. C'est préparé. Que c'est préparé. Tu sais, le pire, c'est que donc, je dis n'importe quoi, je m'entends parler et il y a des moments où je me crois. Il y a des moments où je me dis, c'est pas cool ce que je dis. En fait, c'est fou. Même à moi, ça a l'air pas idiot, alors que je sais bien que je sais pas ce que je dis. Tu vois. J'ai même répondu à des questions hyper complexes. Je ne connais pas la thématique. Je maîtrise pas le sujet. Alors, on m'a posé 2-3 questions. Des fois, je sais pas de quoi ça parlait. Mais j'ai répondu. Pourquoi la fission nucléaire? Eh bien, écoutez, c'est une bonne question. Et pour y répondre, je pense qu'il faut prendre en compte certains éléments importants dans notre société aujourd'hui. Trois éléments importants aujourd'hui. La démocratie et la décentralisation. Parce que je crois qu'aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, il faut ramener cette question au niveau du local afin que chaque habitant
au milieu interculturel puisse participer à un diagnostic partagé. Qui nous permettrait, après une certaine proximité, de recréer du lien social sur la thématique. Et là, t'écoutes ça, t'es en meeting, t'es là genre je suis d'accord. Notre projet, ça fait ça c'est mon projet. Bien sûr. Là, il est classique. Mais écoute Fabien, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps. Désolé, j'ai été très pipelette, donc je vous ai supprimé des questions de fait. Écoute, je pense que tout le monde a été très intéressé par ce que tu as raconté, parce que c'est un parcours qui est étonnant. Parce que pas tout le monde se lance le défi de faire une vidéo par jour et d'avoir 250 000 abonnés, ça, tu nous as dit, en un an. Encore une fois, c'est une autre époque. Je me souviens, les 12 000 abonnés, c'était à l'époque du YouTube Space. Ouais. Et je vous jure que c'est vrai. À 12 000 abonnés, dans ma tête, j'étais... le contrat est rempli. C'est ce que je voulais faire à la base, les 12 000. Je voyais la puissance de cette communauté, de ces gens qui s'intéressaient à ce que je faisais autour, qui étaient au rendez-vous, pas toutes les vidéos, mais qui suivaient le travail. 12 000 abonnés, en vrai, c'est quelque chose. Et je ne perdrai jamais cette sensation parce qu'elle me ramène quand même à l'importance des choses. Quoi. Je crois que nous, actuellement, on est à 300 abonnés. C'est pas mal, 300 abonnés. Mais... C'est l'européen. Mais alors, tous les jours, je me dis, mais c'est 300 abonnés, quoi. 300 abonnés, voilà. C'est fou. C'est potentiellement, tu partages un savoir, ou quel que soit ton contenu vidéo, à 300 personnes dans une salle. Il y en a qui vont partir avant la fin de ton spectacle ou de ta présentation. Mais déjà, c'est énorme. Quoi. 300, c'est, tu vois la salle de l'Européen où a joué Kian Kojandi, Kairon et tout. Je veux dire, si les 300 abonnés se mettaient là et que là, on leur parlait comme ça, un podcast en public et tout, ça ferait une bête de soirée, en vrai, tu vois, ça ferait une bête de moment, quoi. De ouf. Donc, on vous annonce qu'on sera à l'Européen du 16 décembre au 21 décembre, en première partie de Swan Périssé. Merci pour tout, Fabien. Merci et on se revoit très vite. Oui. Merci. Dès que les caméras s'est coupées, on va continuer à se voir. Donc. Et d'ici là, n'oublie pas, crée, publie, recommence. Abonne-toi à cette chaîne. À bientôt.